Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs de Westrack Radio. Vous êtes dans votre émission féminine Le Chant des Sirènes. Tous les 15 jours, on se retrouve pour parler d'actualité, pour partager avec vous nos réflexions, ce qui nous fait vibrer, nous touche, mais aussi ce qui nous révolte, nos coups de gueule. On échange, on discute, on papote sur différents thèmes, le tout ponctué de découvertes musicales. Et ce soir, on est sans masque, parce que maintenant, c'est bon, bas les masques. Et voilà, et on colle au thème de l'actualité, puisqu'on va parler ce soir ensemble de politique, qui est un nom féminin et qui pourtant a encore bien du mal à se conjuguer au féminin. Bien que les choses avancent, le chemin est encore long et semé d'embûches. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente nos invités de ce soir, car nous avons 2 invités ce soir. Donc nous avons Karine Chevalier de l'association Les Cueilleurs d'Histoire. Bonsoir Karine. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Donc Merci. on parlera de l'association et de tout ce que vous faites. Et j'ai aussi à côté de moi Charlotte qui fait partie du collectif Nous Toutes. Bonsoir tout le monde. Voilà, et du coup Charlotte, pareil, tu vas nous parler un peu de vos combats contre les violences sexistes et sexuelles. Tout à fait. Voilà, et plein de choses. Et j'ai avec moi du coup les merveilleuses sirènes à nageoires éclatantes. Caro. Bruit de la nageoire. Bonsoir. Tu le fais très bien. Et toujours aux manettes techniques avec nous ce soir, Tiffaine. Bonsoir, compliqué les boutons avec la nageoire. Ah ouais. Pourtant t'as de l'entraînement, je crois. Bon, pour commencer, on va s'écouter un petit morceau. Je vous propose d'écouter un trio féminin qui s'appelle Madame, sans E à la fin, qui sont originaires de Tarbes et de Toulouse, qui n'inventent pas le rock, mais en ont bien l'énergie brute. Elles le disent elles-mêmes, on aime ce qu'on fait, on a envie de le faire avec nos putains de tripes. Ce qu'on veut, c'est que les gens sentent ça, qu'ils voient le plaisir qu'on a à monter sur scène, à ressortir moite de sueur, la bouche pâteuse, avec une seule envie, recommencer encore et encore. Et on écoute le morceau Witches. Donc vous êtes dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter le morceau Witches du groupe Madame. Et donc ce soir, on parle politique. Vaste sujet, vous me direz.
Et oui, en effet, car bien que les droits des femmes aient progressé depuis un siècle, on espère que ça va continuer, voire s'accélérer, car on n'a pas envie d'attendre encore un siècle pour avoir le même salaire à qualification égale qu'un homme. Et pour cela, eh bien, il va falloir prendre le pouvoir. Je te trouve un peu impatiente, Marie, quand même. Et oui, mais la vie est courte et il faut penser aux générations futures. Car bien que les femmes représentent quand même la moitié de la population mondiale et soient au premier rang des affaires sociales, familiales, éducatives et j'en passe, elles sont encore malheureusement sous-représentées en politique et partout dans le monde. Alors, je vous donne quelques chiffres pour vraiment prendre conscience et se rendre compte de l'état où on en est. Donc, en 1er janvier 2021, il y avait 22 femmes dans le monde à la tête d'un État ou d'un gouvernement, ce qui représente 6% au poste de chef d'État élu, donc 9 femmes sur 152. Voilà. Et 6,7% au poste de chef de gouvernement. Donc ça fait 13 sur 193. Donc le chemin... Hein. Oui, non, il n'y a pas de commentaire à faire. Voilà. L'Europe, donc c'est la région quand même qui compte le plus de pays dirigés par des femmes. Il y en a 5 parmi donc, les 9 chefs d'État dans le monde. Et il y a donc 7 femmes... dont sur 13 qui sont chefs de gouvernement. Donc parmi évidemment les illustres, c'est les pays nordiques comme le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Norvège qui sont actuellement dirigés par une femme. En France, d'après l'Association des maires de France, il y aurait environ en 2020 34 880 maires en tout et donc 6 913 maires qui sont des femmes. Donc elles représentent 19,8% au total. Donc c'est un chiffre pouvant paraître faible, mais en progression ces dernières années dans les communes de toute taille. Et pour faire une comparaison par rapport aux entreprises, les grandes entreprises au monde, donc sur 500 grandes entreprises, seulement 11% des cadres dirigeantes sont des femmes. Alors avant d'exploser le plafond de verre en politique, il va falloir y aller. Il y a certaines qui ont ouvert la voie, comme Angela Merkel par exemple, qui après 16 ans au poste de chancelière allemande a montré au monde et à toutes les jeunes femmes que oui, c'est possible d'arriver à la tête d'un État, la fonction suprême dans le monde du travail quand même. Donc j'avais une petite question pour vous les filles, si vous étiez une femme politique, quelle serait l'une des premières mesures que vous prendriez dans votre gouvernement et pour votre État? Alors là, tu nous prends de court. J'aurais dû poster des questions avant. Mettrait un petit peu de budget contre la violence faite aux femmes. C'est ça, moi je sanctionnerais direct. Tu dirais quoi? Moi, pareil, je rebondis, mais je sanctionne direct quoi, au lieu de laisser passer tout le temps là, de dire mais oui, c'est pas grave. Bon, on pardonne. Non, les sanctions, on les impose quoi. C'est bon, à un moment donné, faut arrêter. Mettre Zéro le tolérance. budget que les associations féministes réclament depuis de nombreuses années, qui sont 1 milliard sur la table, et qui n'est pas un chiffre pondu de nulle part, qui est comment dire, c'est le je sais plus comment on appelle ça, l'égalité homme-femme, tu sais. La parité, non? Non, c'est le conseil de la parité homme-femme qui dit qu'il faut mettre 1 milliard sur la table. C'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est le budget, ça a été calculé, c'est pas un chiffre qu'on sort comme ça, pour pouvoir mettre plus d'hébergement, plus de formation, plus de prévention. Yes. Moi, je mets de l'argent sur l'éducation. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Moi, j'ai sur l'éducation. Je pense que... Notamment des petits gars. Ouais, parce que c'est à l'éducation, c'est au niveau de l'éducation et des représentations, parce qu'on se rend compte que même quand on est dans les familles, on va dire, plus récentes, qui essayent d'avoir une éducation la plus mixte possible, non genrée, en fait, rapidement, ils se font rattraper par l'école, par tout l'environnement social, professionnel, et voilà, toute l'éducation mise en place est un peu mise à mal. Donc l'éducation, puis instaurer plus de quotas de manière générale. Allons-y, n'ayons pas peur, des mots, mettons des quotas, encore plus avec des sanctions, en effet, des punitions, des amendes. Des choses qui font bouger un peu, quoi. Ouais, moi je serais aussi pour mettre le paquet sur l'éducation. Ouais. Pour sortir justement de cette masculinité nocive. Et voilà, et j'avais du mal à imaginer une femme politique à la place de Poutine justement actuellement, et le coût de la masculinité violente est beaucoup trop élevé, et je vous renvoie d'ailleurs au livre qui a été écrit par l'historienne féministe française Lucille Pétavin, qui rassemble justement le compte en fait dans son livre, le coût de la masculinité. Le livre s'appelle Le coût de la masculinité.
Et du coup, c'est un travail pionnier assez unique dans le monde qui s'interroge justement sur les coûts directs et réels de cette masculinité calamiteuse et dangereuse. Donc, pour voir un peu les statistiques qui sont imparables et qui sautent aux yeux, en France, les hommes sont responsables de la très grande majorité des comportements asociaux, violents et dévastateurs. Donc, les hommes, dans le sens humain, masculin du terme, comptent pour 9 condamnations sur 10 par la justice en France, 86% des accusés pour meurtre, 99% des auteurs de viol, 95% des mis en cause pour vol. Bref, la violence et la délinquance masculine sont des comportements à risque et s'affichent en surnombre partout et sont responsables par exemple de 84% aussi des accidents de la route mortels. Donc voilà, c'est la liste noire qui semble inépuisable, mais et qui va des cours d'école au club sportif. Et donc après des savants calculs et très complexes, elle propose un chiffre, elle annonce un chiffre qui est à peu près de 100 milliards d'euros en fait par an. Voilà ce que ça coûte, cette masculinité violente et agressive. Donc si on met 1 milliard sur la table, ça peut nous permettre d'économiser, allez, on va dire... 50 milliards. Voilà, c'est plus que le déficit de la France en 2019, avant la crise. C'est un bon investissement. Et est-ce que vous auriez des femmes politiques dans lesquelles vous retrouvez, en fait parce que c'est vrai qu'on a peu d'exemples. Enfin, bon, on a Simone Veil, Margaret Thatcher, un gant, une main de velours, je sais plus, une main de fer dans un gant de velours, dans un gant de papier de verre, mais moi je trouve ça difficile de se retrouver dans les femmes politiques d'État en fait. On peut se retrouver dans des femmes politiques à des niveaux plus locaux, des maires ou des adjoints, tout. Enfin, je trouve ça plus facile parce qu'en plus elles sont plus ancrées sur le terrain. Pour certaines, en tout cas, elles connaissent davantage les problématiques, elles connaissent les gens. Et je trouve qu'elles ont un discours qui est vraiment en phase avec ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Dès qu'on arrive sur des strates étatiques un peu plus hautes, c'est quand même compliqué de s'identifier. Oui, c'est sûr. Surtout que, en général, les femmes qui accèdent à ces niveaux de pouvoir, elles épousent un peu les modèles patriarcaux de pouvoir des hommes, parce que, à un moment, il faut aussi se mêler... Donc au niveau, si on parlait des femmes politiques aujourd'hui, non, mais il n'y a pas, non. Pas forcément qu'aujourd'hui, ça peut être pas des femmes. Qu'aujourd'hui. Non, mais je il y en a tellement peu que dans les dernières actualités, on va dire autour de la présidentielle. Moi, je pensais plutôt à ça. J'avais trouvé intéressante Sandrine Rousseau parce que, en fait, elle. Là, on parle pas d'idées ou de fond politique, mais je trouve qu'elle assumait vraiment des vrais choix. Parce qu'aujourd'hui, je trouve la plupart des femmes et des hommes politiques ne font plus tellement. Et elle assumait des vraies prises de position. Et moi, première fois que j'ai entendu parler d'elle, tout de suite, c'était sur une grande radio nationale, type, on va dire, France Inter. Et du coup, elle représente quel mouvement ? C'était les écologistes, pardon. C'était Europe Écologie Les Verts. Elle était, dans la primaire, elle était un peu donnée face à, comment il s'appelle ? Yannick Jadot. Elle était un peu donnée, la concurrente, entre guillemets, une des concurrentes de Yannick Jadot. Et en fait, elle avait été, dans l'émission que j'avais écoutée, elle était... accusée quand même, elle est quand même un peu radicale, c'est un peu une écoféministe. Putain, on en est encore là quand même. Oui, et puis elle est ménopausée. Elle est enrageée quand même un petit peu. Hystérique. Non, en fait, la parole des hommes est tout aussi violente, ils sont tout aussi hystériques. Enfin, il n'y a pas de tout ça, tout de suite parce que c'est fait avec une voix peut-être plus claire, plus légère, que ça paraît plus hystérique. Mais parce que les femmes n'ont pas le droit de parler fort. Elles doivent être douces. Voilà. Donc non, mais après, Mais c'est vrai qu'on est confronté aussi quand tu es une femme politique. Est-ce qu'elle est compétente alors qu'on voit bien que toutes les femmes politiques, elles ont des études, elles ont. Par contre, je vais pas dire, mais celles qui ont le plus de voix aujourd'hui, qui sont la présidentielle française, elles nous portent pas forcément. Je veux dire les femmes, elles portent pas forcément la question des femmes. Non, mais même, je veux dire, même crédibilité, des fois, t'es là, je pense à certaines qui se mettent en scène, qui font des pauses à chaque phrase, qui regardent. Je pense que tout le monde sait de qui je veux parler. Mais, c'est bon, quoi. Les feux de l'amour, c'est fini, quoi. C'est pas une question de femme ou d'homme, c'est une question d'incompétence. Oui, mais c'est une question d'incompétence. Mais sauf que comme les femmes sont sous-représentées et que les seules femmes qui représentent justement la caste féminine, c'est elles.
c'est tellement pas sympa, quoi. On se demanderait si c'est pas un peu fait exprès. Ouais, c'est ça, genre, on va mettre des nunuches comme ça, on va croire que toutes les meufs sont comme ça, et puis voilà. Excuse-moi, là, on part sur quelque chose de... Ça part de loin, quand même. Hein. Non, puis on leur demande toujours, mais alors, comment vous faites ? Vous avez des enfants ? Et alors, on leur pose des questions. Alors, votre sourire en coin ? Alors qu'on se permettrait jamais, en fait, de parler comme ça à un homme politique et de lui demander, et vos enfants ? Alors, votre femme, elle s'en occupe quand même ? Il y a pas très longtemps, sur une chaîne genre M6 ou je sais pas quoi, il y a genre peut-être un an ou un peu moins, il y avait une émission animée par Karine Le Marchand, ouais. Qui interviewait que les femmes qui étaient potentiellement candidates à la présidentielle, mais qui n'étaient pas encore déclarées. Mais je me souviens, il y avait Hidalgo. Ah, mais elle avait interviewé tout le monde. Hein. Il y avait Marine Le Pen, il y avait... Pour moi, elle avait interviewé tout le monde. Rachida Dati, je sais plus, bref. Il y avait plusieurs femmes de tous bords. Et on était vraiment sur des questions autour de comment vous avez trouvé votre place dans ce système. Et du coup, en fait, ça partait peut-être d'une bonne intention, mais finalement, je trouve que le résultat final était complètement dévalorisant vis-à-vis de la place... En fait, c'est en montrant du doigt le fait que c'est difficile d'accéder, que ça rend le truc encore plus difficile d'accéder. Enfin, j'ai regardé quand même. C'est-à-dire qu'on ne pointe pas leurs compétences. C'est des questions qu'on poserait aux hommes. On pointerait leurs compétences. On poserait des questions sur éventuellement le programme, les idées qu'ils auraient. Alors que là, on va demander sur le statut de la femme. Et c'est ça qui est très dommageable. Alors que si elles sont là, c'est justement qu'elles ont les études et les compétences. Tout à fait pour y être. Et ben moi, dans les femmes politiques, c'est vrai que j'aime bien quand même Angela Merkel parce que je trouve qu'elle en impose, elle est largement qualifiée, hein, elle est respectée et tout aussi. Elle est respectée. Et voilà, elle a été au pouvoir pendant 18 ans, en plus elle est issue, donc c'est un peu Madame Tout-le-Monde, quoi, qui est issue d'une petite ville, qui est fille de pasteur, qui est une brillante étudiante en chimie quantique, et voilà, qui tient les rênes aussi de l'Europe. Même si sa carrière initiale l'a destinée plus à prendre le chemin de la recherche, c'est finalement en politique qu'elle s'engage après la chute du mur de Berlin. Et donc cette emblématique chancelière, physicienne de formation, elle figure quand même aujourd'hui comme la femme politique la plus puissante du monde depuis 2005. Et pour la petite anecdote, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu qu'en fait elle a peur des chiens après avoir été mordue par l'un d'entre eux en 1995. Et quand elle a été invitée à discuter avec Vladimir Poutine, il a pas hésité à utiliser ses chiens pour la mettre en défaut et l'intimider, quoi. Sacré Poutine. Hein. Vladimir Poutine, misogyne. Je n'y crois même pas. Non, c'est juste... Mais attends, c'était lequel ? Parce qu'il paraît qu'il y en a 11 différents. Donc, De quoi ? De ses chiens ou... Non, de Vladimir Poutine. T'as pas vu ce truc-là ? Non, j'ai pas vu. Ah, il a des clowns ? Il a des clones, il a des sosies. Et depuis 97, ce n'est plus le vrai qui nous parle. Ah, on n'est pas sorti de la merde. Je vous propose de faire une petite pause musicale pour s'adoucir un petit peu. Et donc, je sais pas si vous avez vu, mais Hills, qui est un groupe américain de rock originaire de Los Angeles, en Californie, qui s'est formé en 1995 par le chanteur, auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste Mark Oliver Everett, connu sous le nom de E, qui est une légende indé polyvalente, créative et touchante. Donc ses thèmes de prédilection sont la famille, les déceptions amoureuses ou encore la mort. Et donc il vient de sortir un nouvel album qui associe des riffs de guitare monstrueux et bourdonnants, dignes du rock garage, et sur d'autres morceaux, des riffs pleins de reverb avec un groove funk pop, comme il sait si bien les faire. On écoute le morceau Amateur Hour, issu de son dernier album Extreme Witchcraft, sorti en début d'année pour notre plus grand plaisir. Gotta go pro someday.
Vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter un petit morceau de Hills. Voilà, que je vous conseille, le dernier album. Et on va se faire des petites news. Caro, du coup. Oui, bah quand même, on va un petit peu parler d'actualité parce qu'il se passe toujours des choses dans l'actualité. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup parler du droit à l'avortement. Voilà, il se trouve qu'il y a eu pas mal de choses, de rebondissements ces derniers jours. Donc déjà en France, l'Assemblée nationale a adopté définitivement, donc le mercredi 23 février, la loi allongeant le délai légal de recours à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse. La loi portant le délai légal pour pratiquer une IVG à 14 semaines, donc contre 12 semaines actuellement, a été adoptée ce 23 février par le Parlement. Donc voilà, un allongement du délai de recours à l'IVG qu'on accueille avec grande joie et qui a été voté quand même plutôt majoritairement, on va dire. Et par le Sénat aussi, du coup ? Oui. Ouais, d'accord. Ensuite, en Colombie, en matière des droits des femmes et de mouvements féministes, nous avons eu à plusieurs reprises parlé de pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud ici dans cette émission. Les droits des femmes, ils sont encore très limités, ce qui est à peu près inversement proportionnel à la motivation des femmes à faire porter leur voix. Il y a des mouvements féministes vraiment très impliqués et qui combattent au quotidien dans les pays d'Amérique du Sud. Et pari gagné, puisque grâce à l'engagement des mouvements féministes, la Colombie dépénalise l'avortement. Alors la Cour constitutionnelle a décidé que l'IVG n'était plus un délit pendant les 24 premières semaines de grossesse. Oui, 24 premières semaines de grossesse. Mais le Congrès, là, pour le coup, doit encore légiférer pour garantir la pratique. Donc jusqu'alors, l'avortement était passible d'une peine de 16 à 54 mois de prison. Et les féministes dénonçaient depuis longtemps l'hypocrisie d'une société où, du coup, les nantis, les familles plus aisées pouvaient avorter dans des cliniques privées pendant que des femmes des régions rurales ou des quartiers les plus pauvres le faisaient quand elles le pouvaient dans des conditions précaires, voire sordides. Et donc, pour rappel, en Amérique latine, l'interruption volontaire de grossesse est légale en Uruguay, à Cuba, en Argentine, dans la ville de Mexico et dans 3 États mexicains, mais pas dans l'ensemble du Mexique. Elle est totalement interdite au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, en République dominicaine et en Haïti. Et dans la majorité des autres pays d'Amérique latine, l'avortement n'est autorisé que dans les cas où la vie de la femme est en danger, ou dans certains cas s'il y a eu viol ou si le fœtus n'est pas viable, ce qui était le cas jusqu'alors en Colombie. Et ce qui est assez surprenant, mais qui n'est pas encore complètement validé, c'est que voilà, il passe tout de suite à un délai légal de 24 semaines. Et puis, toujours pour revenir sur l'IVG, on revient en France. L'IVG médicamenteuse en téléconsultation est maintenue. En fait, pendant le confinement en 2020, la possibilité d'accéder à une IVG médicamenteuse par téléconsultation avait permis de faciliter l'accès à l'IVG pendant la crise sanitaire. Voilà, on pouvait pas plus difficilement consulter des médecins, se déplacer à l'hôpital. Donc, à l'époque, il y avait eu un décret qui autorisait l'IVG médicamenteuse et qui avait même par téléconsultation, et qui avait même rallongé le délai. Alors, on sait que même si l'IVG est autorisé en France jusqu'à 12 semaines de grossesse, son accès est très difficile. Peu de praticiens, de centres, etc. Donc, pendant la crise sanitaire, le délai de l'avortement médicamenteux avait été rallongé, passant de 5 à 7 semaines de grossesse. Donc, il est désormais possible d'effectuer une téléconsultation avec un médecin ou sage-femme qui prescrira un médicament à retirer en pharmacie. Voilà. Cool, enfin des bonnes nouvelles. Oui, des bonnes nouvelles. Ouais, carrément. Moi, j'avais juste une petite news, parce que voilà, on parlait de Madonna dans une de nos émissions précédentes. C'était le thème de l'émission. Et voilà, nul n'est censé ignorer un peu ce qui se passe aux portes de l'Europe et en Ukraine. Et voilà, et du coup, ce week-end, Madonna a affiché son soutien à l'Ukraine. La star a publié sur Instagram un remix de son clip qui est sorti en 2006, qui s'appelle Sorry, qui est composé donc de photos des bombardements survenus en Ukraine ces derniers jours, entremêlant des images de Vladimir Poutine et d'Adolf Hitler. Et dans son clip de 30 secondes, elle fait un doigt d'honneur au président russe. Et voilà, je me joins à elle pour lui faire ce petit doigt d'honneur. Voilà. Si tu nous entends, Poutine, gare à toi. Je pense qu'il a peur de nous, là. Oui, je pense, c'est sûr. Je vais quitter l'émission au cas où, si ça dérange personne. Et on va passer à l'interview de Karine, du coup. Karine qui est avec nous ce soir dans le studio. Donc, Karine, tu fais partie de l'association Cueilleurs d'Histoire.
C'est ça. Qui est basée au Havre. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu la genèse de l'association ? Ça tombe plutôt bien en fait que j'ai à l'expliquer ici, parce qu'il y a un peu deux aspects dans la genèse de l'asso. Je vais plutôt vous parler d'un. Il y a quelques années, donc je crois que c'était en 2015, il y a eu un projet au Havre qui s'appelait Tout Réservoir. Tout à fait. Projet de web-série. Et le sujet, c'était la vie des femmes sur les quartiers de Grand Ensemble. Et du coup, je passe les détails, mais je me suis retrouvée à travailler sur ce projet-là. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'interviewer des gens, de faire parler les gens, et plutôt des gens qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Et donc, à l'époque, la web-série, c'était la vie des femmes des Grands Ensembles. Et voilà, ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est aussi un petit peu ça. Et justement, donc l'action des cueilleurs d'histoire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Qui sont les cueilleurs d'histoire aujourd'hui ? Alors, les cueilleurs d'histoire, c'est une asso, donc il y a une 50aine d'adhérents, et puis il y a 2 salariés, donc à moi, et puis ma collègue qui est graphiste, donc à nous 2, et plus les adhérents, et on met en place des projets. Donc celui dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui s'appelle Femmes Puissantes, donc ça tombe pile poil là, en plus dans le sujet de l'émission. Tout à fait. Tout à l'heure, tu nous demandais quelles étaient un peu les femmes politiques qui pouvaient nous inspirer. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission de Léa Salamé. Donc, Femmes Puissantes, oui, j'allais te demander s'il y avait un rapport. Il y a un rapport dans le nom, mais dans le nom, puisque moi, j'ai rien à dire sur les émissions de Léa Salamé. Je trouve qu'elle a fait des portraits qui étaient intéressants, mais les femmes puissantes de Léa Salamé, elles sont c'est pas les mêmes en tout cas que celles que j'avais envie de faire parler. Donc oui, le titre, il a il a un lien en tout cas avec. C'est un peu un point de départ, mais le souhait qu'on avait, c'était plutôt de faire parler des femmes qu'on entend peu. Donc il y a à peu près 25 femmes moi que j'ai rencontrées. Ce sont des Havraises qui habitent plutôt sur les quartiers périphériques, donc Coquerie, Marouge, Bois-de-Blé, Montgaillard, quartier sud. Donc plutôt des femmes qui habitent sur ces quartiers-là. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, au-delà de leur parcours et des vies parfois un peu chaotiques, difficiles, des problèmes rencontrés, avec les enfants, les compagnons, le travail, la maladie, tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui m'intéressait, c'était aussi de savoir quels avaient été les déclics pour que ça aille mieux, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on passe à autre chose. Ouais. Voilà. Donc c'était ça l'idée du projet. Et donc j'en profite parce que du coup ces émissions vont être diffusées sur Westrack à partir du 8 mars. Voilà, c'est ça, à partir du 8 mars, parce que donc ces interviews, en tout cas une partie de ces interviews a fait l'objet de relecture. Ouais. C'est-à-dire que chacune des femmes, celles qu'on avait envie en tout cas, ont relu leurs textes, en fait, puisque c'est vraiment leur texte, moi je change pas du tout les mots, donc c'est leurs mots mis en forme. Donc elles ont relu, elles sont revenues dessus, parfois elles m'ont dit non, ça j'ai pas envie de le mettre, je t'ai dit ça à ce moment-là, mais là aujourd'hui je suis plus là-dedans. Il y en a qui ont accepté que ce soit lu, mais qui n'avaient pas envie de le lire elles-mêmes, donc qui ont accepté de prêter leurs mots à d'autres voix. Et puis il y a une exposition qui va être présentée, et donc les podcasts, ils vont être diffusés effectivement sur Westrack à partir du 8 mars, et puis après tous les samedis pendant quelques semaines à raison de 3 épisodes, donc les épisodes ils font à peu près 5 minutes chacun, donc à partir du 8 mars, puis tous les samedis à 15h. C'est diffusé sur Westrack. Et du coup, l'exposition dont tu parles, c'est... Donc l'expo, elle va avoir lieu, elle est présentée au pôle Simone Veil. D'accord. Voilà, il n'y a pas de hasard non plus. Donc à partir du 8 mars, et puis elle va y être pendant une quinzaine de jours à peu près. D'accord. Moi, je m'interrogeais sur votre pratique dans l'association de manière générale, parce que vous êtes là pour vraiment récolter la parole de manière générale. Là, c'est un projet autour des femmes, mais vous avez mené plusieurs projets sur, je dis vous, pour l'ensemble de l'association, plusieurs projets aussi bien sur des questions d'urbanisme, sur l'art aussi, la pratique artistique, sur plein de choses. Et du coup, je m'interrogeais déjà comment les projets arrivent à vous, comment vous allez vers les projets, comment la rencontre en tout cas se fait avec les personnes auprès desquelles vous allez récolter la parole. Et puis, est-ce qu'il y a une espèce de grille un peu de lecture, parce que du coup, il y a une espèce de travail à la fois, je trouve un peu psychologique, d'aller réussir à tirer un peu la parole chez des personnes qui, comme tu disais, n'ont justement pas l'habitude de s'exprimer. Comment tu arrives à créer un lien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions d'intime. Un lien de confiance. Je pensais notamment à une action que vous faites avec des détenus et en lien avec le musée Malraux, le musée du Havre. Comment tu arrives à créer un lien comme ça et à faire naître une parole? Ouais.
Alors, l'action A3 au musée, c'est comme ça qu'elle s'appelle. A3, c'est pas du tout le format papier, hein, c'est A3 au musée parce qu'on est 3. Ce qui était important pour nous, c'est de... Au musée, en fait, le musée, il n'y a pas grand monde qui y va finalement. C'est un peu toujours les mêmes. Et puis, quand on y va, je pense qu'on a toutes fait l'expérience de se dire... ça me parle pas du tout, je comprends rien, voilà. Enfin, je pense qu'on a tous fait cette expérience-là où quand on a une visite guidée, se dire j'avais pas du tout vu. Enfin bon. Et donc le parti pris, c'était de dire on va pas au musée en troupeau déjà, on y va dans une relative intimité. On n'est pas obligé de faire tout le musée. On se pose devant une œuvre et puis qu'on choisit soit. Donc on n'est pas obligé de regarder une œuvre qui nous est imposée par la visite. Et puis, voilà, moi je suis là pour poser des questions qui sont hyper simples, qui sont pas du tout en lien avec le mouvement artistique, l'époque, le fauvisme. Enfin, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que ça provoque chez vous. Donc au départ, les questions, elles sont très simples en fait. C'est pourquoi vous avez choisi cette œuvre, qu'est-ce que ça vous raconte. Puis en fait, très vite, très souvent, les gens, ils vont sur l'intime parce qu'ils choisissent quelque chose qui leur parle. Donc, ils vont sur l'intime, très souvent. Effectivement, cette action-là, c'est un peu une action phare des cueilleurs parce qu'on la mène depuis 4-5 ans maintenant. Et notamment en prison, au quartier mineur. Donc là, évidemment, les gamins, ils sortent pas puisqu'ils sont en prison. Par définition, on va pas au musée. Mais du coup, moi, j'amène des reproductions. Donc, ils sont installés dans une micro-bibliothèque. Donc, on en met une quinzaine au mur. Et puis, les gamins, c'est pareil. C'est-à-dire que je leur demande de choisir, donc de regarder, de prendre leur temps de choisir. Alors après, pour répondre à la question, comment les gens, qu'est-ce qui se passe, comment ils arrivent à parler, moi, je pense qu'il y a une question d'écoute, en fait. On a les uns et les autres peu d'occasions de parler en étant vraiment écoutés et sans que ce soit un travail psy ou d'assistante sociale. Enfin, moi, les gens me parlent. Non, il n'y a pas de jugement. Moi, j'ai rien, alors j'ai pas de prestation. Alors vendre. Voilà, donc il n'y a pas... Bon, c'est un rapport qui est d'humain à humain, finalement. Donc déjà, avec ce principe-là, ça fait tout retomber. Enfin, il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Et puis après, je pense que c'est beaucoup une question d'écoute. Moi, j'ai vraiment besoin de temps. C'est-à-dire que je fais pas des interviews express en 10 minutes. Hein. C'est des interviews au long cours. Parfois, je reviens les voir. Donc voilà, moi, je sais pas trop quoi en dire. Enfin, faudrait en fait demander aux personnes qui sont interviewées. Mais c'est vrai que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé de faire un entretien et qu'on me dise tu me fatigues là, avec tes questions. Ça n'arrive pas en fait. Puis on le sent en fait. Mais je pense que vous aussi ici, vous le sentez quand vous sentez que la personne elle a pas forcément envie de répondre à une question. Voilà, on passe à autre chose. Et sur le projet des femmes puissantes, quel objectif rêvé tu avais un peu en tête derrière ce projet ? C'était vraiment moi ce qui m'intéressait. Parce qu'il y a plein de projets notamment autour des violences faites aux femmes. Il y a plein de choses ces dernières années et c'est super. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment super. J'avais envie de faire un peu un pas de côté par rapport à ça parce que je trouve ça très dur et très anxiogène. Et donc, je me disais, ok, c'est important de parler de ça, mais je veux aussi qu'on parle d'autre chose. Je veux aussi qu'on parle justement de ces déclics. Et je peux vous donner 1 ou 2 exemples donc une dame qui a, Marie-Claude, elle a, 65 ans. Donc elle vivait à Chicago quand c'était encore là. Maintenant elle habite à Coquereville. Je vous passe les détails de sa vie pas très facile. Et cette fille un jour elle va visiter le SEM avec d'autres personnes. Bon, ils rentrent au SEM, tout. Ils vont dans une pièce où il y a des instruments. Et puis là, la personne qui est là, donc du SEM, je sais pas le nom de la personne, mais elles étaient 3 et donc il dit allez-y, choisissez un instrument. Donc il y en a une qui se met au clavier, l'autre qui se met à la batterie, puis il restait une basse. Et donc Marie-Claude se saisit de la basse. Et révélation pour Marie-Claude. Et Marie-Claude, parce que donc pour le projet Femmes Puissantes, je les ai interviewées, puis on a fait des ateliers où on leur demandait de dessiner en fait, de se dessiner ou de dessiner quelque chose. Marie-Claude, elle est nulle en dessin, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, elle a demandé à Marie, la graphiste, de la dessiner ce sont ses termes, en mamie roqueuse. Donc elle est dessinée avec sa basse, elle s'est acheté une basse alors qu'elle a vraiment pas beaucoup d'argent, elle joue chez elle, et puis elles ont un petit groupe de musique donc au SEM. Donc voilà. Et ça, quand elle parle de ça, mais elle change de tête, Marie-Claude, c'est plus la même personne. Donc c'est ce genre d'histoire que tu avais envie c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est ça. Les témoignages, ils sont sur ce qu'elles ont vécu de pas simple, parce qu'elles en parlent, elles ont aussi besoin ou envie
d'en parler. Mais aussi, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça va mieux? Je pense à une autre, Valérie, qui expliquait que ça se passait pas bien avec son compagnon, puis elle voulait divorcer, puis il la menaçait de tout un tas de trucs sordides. Et puis en fait, elle dit, mais à un moment, je me suis juste dit que il n'était pas courageux, parce qu'il l'a menacé notamment de prendre les gamins, de partir avec les gamins. Donc évidemment, elle n'avait pas très envie. Et puis à un moment, elle s'est dit, mais en fait, il le fera jamais parce qu'il n'est pas courageux, il sait pas s'occuper des gosses, donc il le fera pas. Et en fait, ça, c'est un petit déclic. Enfin, un petit déclic. En tout cas, c'est un déclic intérieur. Pas un petit déclic, mais un déclic intérieur où elle s'est dit, en fait, elle parlait de la peur. Elle disait, la peur, c'est un truc horrible, en fait. Ça freine, on a tout un tas de trucs absolument atroces dans la tête. Elle disait, mais il y a rarement des raisons d'avoir... Enfin, rarement. En tout cas, pour ce qui la concernait, il y a rarement des raisons d'avoir peur. Donc, elle a changé de posture. Elle a changé de posture, voilà. Ouais. Juste en pensant, en changeant de pensée. Exactement. Et puis, je voulais rebondir aussi tout à l'heure là, sur qu'est-ce qu'on ferait au niveau de l'éducation. Enfin, si on était femme politique, qu'est-ce qu'on aurait envie de prendre comme mesure. Et je pensais à Catherine, donc dans Les Femmes Puissantes, qui elle a 2 garçons et qui tout le long de son interview me parlait de ses garçons et de quelle éducation elle leur donnait pour qu'à un moment jamais ils ne lèvent la main sur leur femme. Elle me parlait beaucoup de ça. Enfin, je me dis, ça c'est quand même un peu la moindre des choses, mais on sentait que pour elle, l'éducation qu'elle donnait à ces 2 gars, c'était vraiment l'essentiel de son cheminement, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'exposition au pôle Simone Veil parce qu'il y a plusieurs événements, de ce que j'ai compris. Ouais, il y a plusieurs événements. Donc il y a un petit concert donc avec les Friday Women. Marie-Claude. Ouais. Voilà. Donc elles viennent là, le petit groupe de 3 avec donc Stéphane, leur prof. Donc ça c'est quel jour? Ça c'est le 8 mars et c'est à partir de 17h. Après il y a Adèle Ken qui va faire 2 chants piano-voix. Après, il y a l'expo, donc voilà, une expo. Et puis en fait, à partir de l'expo, il y a des QR codes et donc on peut cliquer dessus et là on a les podcasts. Très bien. Voilà, podcasts qui seront diffusés aussi, comme disait Marie tout à l'heure, sur Westrack Radio. Et il y aura un petit atelier fanzine. Donc pour les gens qui viendront, ils pourront constituer leur petit fanzine à partir des phrases et des dessins qui auront été réalisés. Est-ce qu'elles appréhendent du coup les femmes ce moment de restitution? Je crois pas. En tout cas, il y en a qui sont hyper fières, qui communiquent à fond sur les réseaux, donc elles sont plutôt fières. Il y en a, je l'ai pas dit, mais au départ j'ai interviewé à peu près, je crois que c'était 22-23 femmes. Au bout du compte, je me retrouve avec 17 participantes, en tout cas qui ont accepté que leur texte soit lu, parce qu'il y en a quand même. Il y a eu de la perte en ligne parce que peur, elles m'ont dit. Il y a des filles qui viennent de l'étranger qui ont peur des représailles, il y a des filles qui ont eu des parcours qui n'ont pas du tout envie d'avoir affaire à certaines personnes. Donc voilà, c'est pas que du positif ce projet-là. Il y a aussi des gens qui encore ont peur. Et donc ça c'est un peu l'activité, enfin l'action phare en ce moment des Cœurs d'Histoire. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour terminer? Des projets, il y en a pas mal. Hein. Ça, c'est une sacrée chance, en fait. C'est que faire parler les gens, en fait, ça s'arrête jamais. On peut faire parler les gens sur tout un tas de sujets. Moi, je travaille effectivement, il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est la question du paysage. Donc, je vais parler des gens sur le paysage. Donc là, je vais commencer un projet au collège Monod, autour du paysage du collège. Donc, je l'ai déjà démarré, c'est plutôt chouette. Et puis, j'ai un projet, normalement, qui devrait démarrer cette année autour de la famille. J'ai envie de faire parler les gens sur la famille. Donc c'est pareil, ça va être un beau projet. J'ai une suite d'un projet que j'avais mené c'était 2020, pendant le premier confinement, on avait mené un projet qui s'appelait Ta fenêtre sur écoute, où je faisais parler les gens de leur fenêtre. Pendant le confinement, il y avait que ça. Donc voilà. Et du coup, ça, je le mets en place à Lillebonne. On n'est plus en confinement, mais voilà, les gens aiment. On toujours par la fenêtre. Exactement. Oui, ça change pas. Et du coup, à chaque fois, c'est des actions culturelles ou comment tu les as trouvées, ces femmes? Enfin, c'est dans les fabriques disons qu'au Havre, je commence à avoir un petit réseau. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, il y a quand même une question de confiance qui est instaurée. Il y en a quand même un certain nombre de personnes qui savent comment je travaille. Donc ça les rassure. Donc un tel connaît un tel qui connaît un tel. Voilà, ça fonctionne quand même pas mal par réseau. Puis après, il y a des fois où je poste sur les réseaux en disant je cherche tel type de personne pour faire tel projet.
Voilà, du coup, tous les autres projets on peut les écouter quelque part, sur votre site ou Alors, il n'y a pas toujours du podcast. Hein. Okay. Il y a quand même encore beaucoup d'écrits. Moi, je suis quand même d'une génération de l'écrit, donc. Mais du coup, voilà, ça évolue. Mais par exemple, les gamins au quartier mineur, ça, il y a des podcasts qui sont qui ont été diffusés sur Westrack, par exemple. D'accord. Et c'est un truc qu'on va développer, donc voilà. Ok. Donc on donne rendez-vous à tout le monde le 8 mars au Paul Simon Veil. L'exposition qui dure quelques jours, je crois. Elle dure 15 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis à suivre l'ensemble de vos actualités sur les réseaux. Ouais, c'est un très beau projet. Hâte de voir le résultat. D'écouter les résultats. De voir aussi. Eh bien, on va se faire une petite pause pour reprendre notre souffle. On va écouter un duo féminin suédois. Ça, c'est pour toi, Caro. Ah, merci. Au bon goût de pop-rock des années 90, Pal Honey. C'est tout simplement Tuo Lodwark à la guitare et au chant et Nelly Daltrey à la batterie. C'est un subtil mélange entre PJ Harvey, pour la voix qui traîne et cette impression de sensualité contrariée qui émane des chansons, mais une PJ Harvey pas trop trash. C'est la Suède, quand même. Ouais, voilà, c'est ça. On en retrouve un peu de Sleater-Kinney pour les secousses et la rythmique qui sait s'emballer. L'album Dévotion propose donc un son pop-rock aux voix claires, à la rythmique limpide et où l'harmonie règne d'un bout à l'autre de ce petit bijou. Bref, à écouter sans modération. Et on écoute le morceau Replace Me de Pal Honey. Why won't you just leave me? You know it will be done. Vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter un morceau de Pal Honey. Et voilà, un petit duo suédois très sympathique, ma foi. Toujours sympa, la Suède. Tout à fait. Et du coup, on accueille avec nous Charlotte du collectif Nous Toutes. Donc Charlotte, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce collectif ?
Eh bien oui, c'est donc un collectif qui est né en juillet 2018, qui fait suite à toutes les vagues qu'on a pu voir sur les réseaux avec notamment MeToo. Il a été créé vraiment pour réunir un mouvement, pour faire vraiment un mouvement qui réunissait toutes les forces politiques, publiques, citoyennes pour déferler un peu dans les rues pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. C'est un collectif national, quoi. Oui, tout à fait, avec des antennes locales un peu partout. Mais voilà, c'est vraiment faire venir un maximum de personnes, faire prendre conscience aux gens un maximum des problématiques sur les violences sexistes et sexuelles qui sont multiples. Et c'est un collectif qui est tourné vers l'action, vers la prévention et vers la sensibilisation. Donc, on n'est pas voué, par exemple, à accueillir la parole des femmes qui vont pas bien, qui subissent ces voilà, quand violences. On a les réseaux sociaux, on reçoit régulièrement des messages de femmes qui sont dans une situation de détresse. Donc là, on les dirige vers les associations dédiées parce que nous ne sommes pas des professionnels pour ça. Mais en l'occurrence, notre action, elle va être plus politique. Ok. Voilà. Et du coup, quelles sont les actions que vous mettez en place? Parce qu'il y avait pendant un temps justement ce sombre décompte en fait des féminicides, féminicides. Il existe toujours, on le fait. En fait, à nous toutes, le collectif s'est rendu compte que les chiffres, c'est ça qui est le plus important. Parce que la violence sexiste et sexuelle, elle existe depuis toujours, que ce soit envers les femmes ou les enfants. Et en France, vous allez souvent entendre dire oh bah ça va, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas voilà, c'est ce qu'on va nous dire. Bah ça s'est amélioré depuis des années, mais en fait, oui mais et quand on met des chiffres derrière ça, quand on va dire que par exemple il y a eu 113 féminicides en 2021. Donc, une femme qui meurt 1 jour sur 3, qu'il y a une Française sur 6, Français et Françaises d'ailleurs, qui ont subi une maltraitance sexuelle pendant l'enfance, donc ça fait 16%, qu'il y a par exemple 85% des femmes handicapées qui ont subi des violences. Voilà, quand on met des chiffres dessus, tout de suite, c'est plus parlant. C'est plus parlant. Ça choque aussi. C'est ça. Par an, il y a 94 000 femmes qui ont subi une tentative ou un viol. Voilà, 94 000. Waouh. Voilà. Et en fait, c'est effroyable, ces chiffres. C'est vrai qu'on n'aime pas trop en parler, évidemment, mais c'est extrêmement important parce que si tu veux faire de la prévention, mais que les gens sont pas convaincus qu'il y ait besoin de faire cette prévention, tu vas te ramasser, tu te prends un mur. Moi, je suis convaincue que c'est grâce justement à ces décombres, à tous ces chiffres qui ont été vraiment plus mis sur le devant de la scène ces dernières années, qu'il y a eu toutes les actions politiques qui sont allées autour, même si c'est toujours assez peu suffisant. C'est peu suffisant. Mais en tout cas, qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui, c'est aussi grâce à ces chiffres. De toute façon, il n'y a rien de plus parlant qu'un chiffre. C'est grâce aux chiffres, mais grâce aussi aux femmes. Je tiens à le dire, et c'est pas au gouvernement qui n'a pas vraiment mis l'accent dessus. On était quand même la grande cause du quinquennat Macron. Et à la fin du quinquennat Macron, alors je sais qu'il y a eu plusieurs crises, mais qui ont accentué d'ailleurs les violences faites aux femmes et aux enfants. Et au final, il y a quoi ? Il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vraiment les femmes qui se sont saisies du sujet et qui vont balancer beaucoup sur les réseaux, qui vont balancer... maintenant, on a des moyens de communication qui sont très rapides, très directs. Et puis, les manifestations, etc. Ça, c'est important. Oui, notamment le mouvement Nous Toutes. Il y a plein de mouvements féministes. Féminisme, en France, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que nous toutes, j'ai l'impression, alors c'est peut-être un jugement qui est complètement faussé, je connais pas suffisamment tous les mouvements féministes, mais j'ai l'impression qu'ils rassemblent vraiment, là où ça réussit, c'est qu'ils rassemblent vraiment des personnes de toute génération et de toute identification, peut-être là où d'autres mouvements étaient des mouvements plus anciens et du coup il n'y a pas eu il n'y a pas eu un renouvellement et c'est vrai de regarder d'un point de vue très communicationnel, nous toutes a vraiment collé avec les codes d'aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu la force de ce mouvement, après que ce soit celui-là ou un autre, peu importe, tant que la cause des femmes est défendue. Mais c'est vrai que nous toutes a beaucoup œuvré. Je pense que c'est pas non plus antinomique d'être à nous toutes et dans un autre collectif ou association féministe. C'est pas les mêmes modes forcément de communication. Là, le but, c'est vraiment la visibilité, parce qu'on est encore invisible. Tu disais tout à l'heure qu'on était la moitié de la population, mais pourtant on est quand même invisible. Oui. Mais d'ailleurs, je crois que Caroline de Haas a quitté ses fonctions
Elle était présidente, Oui, c'est ça. Alors c'est un collectif, donc c'est un peu... effectivement, elle était à la tête de nous toutes. Et elle l'a quittée parce qu'elle était en conflit d'intérêts, elle l'a dit. Et donc, elle continue des actions privées. Et donc, c'est un ensemble de femmes. Au lieu d'être représentée par une personne, c'est représenté par un ensemble de personnes. J'avais lu que justement, elle laissait ça par conflit d'intérêts, mais aussi parce qu'elle se sentait... Elle était épuisée. Voilà, épuisée. Et puis, elle disait que... Il y avait une jeune génération qui poussait au sein du collectif et qui avait vraiment besoin, qu'il fallait accepter de laisser la place et de laisser à cette génération. Ça permettait du renouveau aussi. C'est hyper important d'avoir des échanges intergénérationnels. On ne subit pas les mêmes choses, on voit pas les mêmes choses et notamment, je pense par exemple aux communautés LGBTQI+, qui, quand on fait partie d'une certaine génération, on a moins connaissance de ces problématiques et pourtant ces problématiques, elles explosent aujourd'hui. Complètement. Ouais, c'est important de coller avec son temps. Oui, c'est sûr. Et c'est quoi du coup vos actions, vos leviers, vos moyens de pression qu'est-ce que vous faites? Beaucoup d'actions, du coup vous êtes vachement dans l'action? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des actions politiques qui vont beaucoup se dérouler sur les réseaux. C'est vraiment notre moyen d'action principal, mais après on fait aussi des actions de formation. Alors ça, sur nous toutes, c'est accessible à tous et toutes, et je le conseille vivement. Vous pouvez aller sur le site de nous toutes, il n'y a aucune adhésion, c'est gratuit, et participer à des formations online sur les problématiques des violences sexistes et sexuelles. Donc ça peut être les violences au travail, le harcèlement au travail, comment reconnaître une relation toxique, toutes ces problématiques, et on peut accéder à cette formation, parce que c'est vraiment le but, c'est de les reconnaître. On a quand même une misogynie, un machisme intégré. Non mais c'est bon, il t'a pas dit ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'était pour blaguer, Roger. Exactement, voilà. Et donc du coup, c'est très important de pouvoir les identifier pour pouvoir lutter contre, simplement. Donc on passe beaucoup comme ça. Après, on a effectivement nos manifestations au moment du mois de novembre. On fait une grande marche qui est en général à Paris, qui se déroule principalement à Paris. Après, il y a plusieurs collectifs qui font des choses locales. On a des moments clés comme ça sur l'année. Et puis après, les collectifs sont libres de ce qu'ils font au niveau local. Et du coup, je crois que vous préparez une grande journée quand même le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. On prépare même une petite semaine, en fait. Waouh oui. On a fait quelque chose d'assez associatif avec différents partenaires, différents syndicats, même partis politiques ou associations. Donc, on propose une semaine d'action sur le Havre. Donc, avec le 3 mars à 20h30, une projection au Sirius qui s'appelle Remue-ménage dans la sous-traitance de Ivora Cusack. Ce sont les témoignages de plusieurs salariés de première de cordée. Et donc, c'est Solidaire qui le propose. Le 5 mars à 15h à la halle du Fort de Tourneville, il y a une table ronde « Invisibilité et les communautés queer » par La Poudrière, qui est une association LGBTIQ du Havre. Le 7 mars à 18h30, aux Yeux d'Elsa, il y a le 8 mars, c'est quoi qui est organisé par Femmes Solidaires. Et le 8 mars, il y a une manif unitaire, donc un défilé, des chants, fêtes, prises de parole, chorale, qui se déroulera à 18h à l'espace Coty, du côté du Printemps. À savoir aussi qu'il y aura donc dans les chants, dans la chorale, il y aura les Josettes Rouges qui vont venir. Le féministe. Voilà. Et qu'elle propose des répétitions pour que tout le monde puisse chanter, qu'il n'y ait pas qu'elle. Donc, il y avait une répétition ce soir, mais la prochaine répétition, c'est le 7 mars à 18h30 à Franklin, pour celles et ceux que ça intéresse de pousser la chansonnette. Yes. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure hors micro, c'est qu'en effet, il y a de plus en plus d'événements qui sont organisés dans le cadre de Journée internationale des droits des femmes. On n'a pas listé, on en reparlera peut-être dans la prochaine émission. C'est la semaine prochaine. Voilà. Non, puis ce sera, voilà. Mais j'avais vu notamment passer sur les réseaux de Nous Toutes, je connaissais pas du tout, alors je sais pas si c'est un mouvement, mais c'est Grève féministe. Oui. Et pareil, de ce que j'ai compris, alors
Non, je te laisse expliquer ce que c'est parce que alors la grève féministe, donc on est signataire de ça. On appelle les femmes à faire la grève sur la journée du 8 mars, une grève domestique et une grève du travail. Voilà, comme on est invisible, on va s'invisibiliser encore plus, ne plus exister. Donc on jette les torchons, les éponges. Voilà. Ça me plaît bien. Voilà, c'est cool sur cette journée. Voilà, c'est pour montrer en fait, c'est toute cette partie du travail que l'on fait qui n'est pas vue, qui n'est pas valorisée. Et bien voilà, si on ne l'exécute plus, les gens vont se rendre compte un peu de ce que c'est. Et voilà, donc on invite toutes les femmes à faire la grève ce jour-là. Et moi, je trouvais ça vraiment une super démarche. Déjà, d'un point de vue professionnel. Ouais, carrément. Voilà, grève, c'est pas une grève interprofessionnelle, c'est super chouette. Oui. En Espagne, ils sont très très forts pour ça. Enfin, elles sont très très fortes, vraiment. Ils sont assez à la pointe là-dessus. Donc, on espère que ce sera assez suivi. Cool, on essaiera de relayer sur le Facebook du Chant des Sirènes toutes avec ces infos. Plaisir. Carrément. Merci beaucoup, Charlotte, en tout cas. Je t'en prie. On se réécoute un petit morceau, les filles, et puis parce que oui, le temps passe, on est bien, mais ça filoche, comme on dit. On va écouter un petit morceau de Blue Samu. Alors c'est la nouvelle sirène, du hip-hop belge. Espiègle hip-hop. Blue Samu, c'est donc le nouveau joyau de cet infini coffre à jouer qui est devenu la scène hip-hop bruxelloise. On peut leur faire confiance à nos voisins belges pour représenter comme il se doit cette scène urbaine brûlante qui laisse donc le rap flirter nonchalamment avec des mélodies pop, voire des envolées soul aux voix carrément insoupçonnées. Du coup, cette jeune Blue Souma qui est née Salomé dos Santos, originaire d'Anvers, autant belge que portugaise, elle surfe sur cette vague néo-soul avec la même aisance que Princesse Nokia dans un registre un peu différent. Voilà, après 2 EP plein de couleurs, débarrassées des codes et des contraintes, elle cristallise l'état d'une scène en pleine mutation qui débarque avec une liberté et une spontanéité débordantes. On écoute GFM de Blue Samu. Am I too blind to see? Should I ask for help? Do I have to yell? I can't tell what to do with these dilemmas, God. Tell me what or who I gotta fight next. I know it's all a test. I know that I could be more than the best. I know they impressed and I ain't even started yet. This shit is a fucking mess and I'm blessed, yeah, but I'm stressed. Need more money, I need less. Occupation inside my head. I need more sense inside my plans. And I can't win if I can't stand on my own. I don't wanna pose, not looking for miracles. I just wanna hope, just wanna heal my soul. Oh no, you kidding me? God forsake my soul. You feeling me? Please give me some control. The enemy has got no shape or form, no cape or horns. Is it really me? Is it really me? I must be walking wrong, I must be stumbling on the wrong path. Must be attracted to bad, or maybe I'm bad. Maybe this is preparation and I'm getting everything I wish I had. And I carry damn mountains on my back, so forgive if I slack, but I do stay on track. Don't lose sight of my goals, no, I never stand back. But these days, then what's holding me back? Hey, I don't know, maybe it's the Jania, maybe it's the growth, maybe it's the confrontation. For the things that I got to let go, I say, hey, I don't know, maybe it's the Jania, maybe it's the growth, maybe it's the confrontation. For the things that I got to let go. Oh no, you kidding me? God forsake my soul. You feeling me? Please give me some control. The enemy has got no shape or form, no cape or horns. Is it really me? Is it really me? Oh no, you kidding me? God forsake my soul.
Donc vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On a dépassé un petit peu le timing, mais c'est pas grave. On vient d'écouter un morceau de Blue Samu qui est très très bien. Je vous conseille. Juste un dernier petit point en fait sur la politique, vu qu'on est en pleine campagne présidentielle, et c'est la dernière ligne droite à la course aux 500 parrainages qui se termine vendredi 4 mars, donc vendredi prochain. Ce qui nous promet une belle semaine en perspective, puisque on se doute bien que Emmanuel Macron, à qui il reste 4 jours pour annoncer sa candidature, il va bien falloir qu'il la crache sa pastille. Et voilà, je voulais faire juste un petit tour d'horizon des femmes qui se sont lancées dans cette course folle, car on doit le reconnaître, c'est une des premières fois où il y a autant de candidates femmes à briguer ce superbe poste. Moi, j'avais un peu oublié Nathalie Arthaud, mais c'est vrai que Nathalie Arthaud, qui est la candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle, qui a aisément, elle, pour le coup, obtenu ses 500 parrainages, qui appelle notamment les abstentionnistes à un vote protestataire en sa faveur. Donc elle a déjà récolté 562 signatures. Donc sa mesure phare, c'est le SMIC à 2000 € net. Vas-y Nathalie, on y croit. Elle est surtout candidate la candidate de la lutte sociale, celle qui prône la fin. J'ai perdu ma page. La fin du système capitaliste. Il y a aussi Anne Hidalgo qui, elle, a largement eu ses 500 voix. Elle est à 1226 voix. Donc investie par le Parti Socialiste en octobre. Donc elle promet justice sociale et écologique. Elle est maire de Paris depuis 2014, réélue en 2020. Elle a pris plusieurs mesures emblématiques sur les transports. Donc elle a fait 70 propositions pour réunir la France. Donc ses priorités sont l'urgence sociale, écologique et démocratique, des thèmes que l'on retrouve dans son programme autour du travail, de la sécurité sociale, de la justice et de l'économie écologique en Europe. Il y a évidemment Marine Le Pen qui a pas encore ses 500 parrainages, elle a 414 aujourd'hui, mais on la connaît, on sait bien qu'ils sont toujours en train de pleurer, mais ils vont forcément les avoir. Donc elle, c'est la souveraineté nationale, la lutte contre la mondialisation. Dans ses discours, elle évoque tout le temps la France, plus de 800 fois dans son discours, les Français, 833 fois, la nation, le peuple français, la souveraineté, quoi. Donc je fais pas ces mesures phares, on l'a vite compris, c'est la préférence nationale, la réduction de l'immigration, le protectionnisme, etc. et la sortie de l'Europe. Bref, on a aussi Valérie Pécresse qui a 2271 parrainages déjà, donc pour les Républicains, qui elle est présidente de la région Île-de-France et qui est bien destinée à mettre le paquet, elle, côté sécurité. Si elle pouvait, ça y est, j'en perds mon langage. Non, mais c'est tout comme elle, tout pareil. Ah oui, après son discours, son mais vous meeting... avez des chiffres ? Non, mais voilà, à peu près, quoi. Mais pareil, son meeting qu'elle a foiré, où elle se prenait pour De Gaulle, elle avait des intonations, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a complètement craqué. Et elle s'est fait vraiment tacler sur ce meeting. Alors après, elle avoue, oui, j'ai foiré mon meeting. Il n'y a pas que ça, toutes les rencontres médiatiques qu'elle fait, elle est là genre, mais du coup, vous avez des chiffres pour appuyer ce que vous dites ? Non, là, j'ai pas, mais quand même... Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que après, je la porte pas dans mon cœur, mais elle a quand même 2271 signatures pour sa candidature. Donc son programme, c'est plus de police dans les transports, le doublement des agents de sécurité sur le réseau, la mise en place du revenu pour les jeunes actifs et la révolution des transports. Et elle veut aussi supprimer 150 000 postes dans l'administration administrante en France, donc attention à vous, petits bureaucrates, parce que Valérie Pécresse est derrière vous. Donc elle veut supprimer 200 000 postes dans la fonction publique, parce qu'elle dit qu'il y a des doublons, qu'on est dans un pays administrant, il y a beaucoup trop de gens derrière les bureaux apparemment. Encore quelqu'un qui a la phobie des papiers, quoi. Voilà, pour faire environ 15 milliards d'économies sur 5 ans. Bref, on verra bien. On espère qu'on verra pas d'ailleurs. Il y a aussi Christiane Taubira qui est loin des 500 signatures. Elle est à 128, qui est pour le travail et pour la justice sociale. Pour le SMIC à hauteur de 1400 €.
Voilà quoi, pour le pouvoir d'achat, pour redonner des salaires dignes aussi aux femmes qui ont un salaire inférieur au SMIC. Elle veut convoquer très vite une conférence sur les salaires avec les partenaires sociaux, l'émancipation des jeunes avec un revenu mensuel à 800 €, la prise en charge à 100% des coûts des études et des formations pour les décrocheurs scolaires, la transition écologique et sociale. Bref, voilà, tout un programme. On espère qu'il y aura quand même des femmes. Alors, je n'ose pas dire au second tour parce que c'est un peu flippant quand même, mais voilà, donc c'est quand même bien que les choses changent et qu'il y ait quand même des femmes qui se présentent à ces postes de présidente de France. Voilà, je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter, hein, bien sûr. Mais voilà, bon, on a fini l'émission. Je remercie Karine et Charlotte d'avoir participé, à Caro et Tiffaine toujours présentes. Moi je voterai toujours pour toi, Marie. Pour toi, Marie, ouais, c'est ça. Merci, les toi la présidente de notre cœur. Et puis pour se quitter, on va écouter un petit morceau de la Big Boss, de Kim Gordon, qui est une artiste inclassable, fondatrice du groupe culte Sonic Youth, star du rock pendant 3 décennies. Elle a maintenant 66 ans et elle fait paraître son premier album solo qui s'appelle No Home Records, qu'elle a écrit et composé comme une étude de l'éphémère. Le fond est politique, dénonçant le patriarcat, l'uniformisation et la gentrification, que ce soit à New York où elle est devenue star ou à Los Angeles où elle vit actuellement. Son univers est électro-industriel tout en conservant intact l'aura noise rock nonchalant qui a toujours caractérisé cette artiste. Et on écoute le morceau Airbnb. On vous fait des gros bisous. On se retrouve dans 15 jours. Ciao, ciao.